Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 71e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre de Peter Lynch qui a été écrit en 2000 qui s'intitule One Up on Wall Street. Avant ça, je vais prendre le temps, bien sûr, de nommer les abonnés du mois de mars. Merci vraiment, là, ça a été un mois de fou. J'ai perdu un abonné en début du mois de mars, donc on est passé de 73 à 72, puis je me suis dit, bon, ça y est, j'ai atteint le maximum d'abonnés, 73, c'était pas mal le top que j'allais atteindre. Puis finalement, ça a été le meilleur mois depuis le début, depuis que j'ai commencé les abonnements avec 20 nouvelles personnes abonnées, dont 2 anonymes. Donc, vous êtes débiles, merci beaucoup. Je sais pas comment vous le dire autrement. On se rapproche du 100, on est maintenant rendu à 93. Donc, merci à Céline, Chris, Marc, CMSBT, Tragic, Robbie, Kate, Joanie, Elsa, Sébastien, Navimo, Marc, G. Roy, Simon, Guy, Charles, Andréane, Donovan et bien sûr les 2 personnes anonymes. Je vous rappelle que quand vous êtes abonné, vous avez accès à des épisodes supplémentaires, un épisode supplémentaire par mois, donc qui est publié. On est presque rendu à 10 épisodes, là, et 11 si je ne me trompe pas. Donc, vous avez également accès à chaque mois, j'envoie les documents que j'utilise pour analyser les actions avec ma stratégie d'analyse fondamentale. Donc, j'envoie un fichier avec mes analyses, un fichier vierge pour faire vos propres analyses avec toutes les formules déjà bloquées et également un document d'accompagnement pour vous aider à bien utiliser cet outil-là qui peut être complexe au premier abord. Si vous êtes abonné puis je ne vous ai pas nommé aujourd'hui ou vous ne recevez pas les documents à la fin du mois, juste m'écrire, ça veut dire que vous n'avez pas laissé votre adresse courriel quand vous vous êtes inscrit. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou Gmail et je vous enverrai le tout, bien sûr. Je vous lis justement le mot d'un nouvel abonné, donc David, ce qui m'a écrit sur Facebook après avoir écouté les épisodes des abonnés ce mois-ci. Il me dit « Tes épisodes aux abonnés sont encore plus intéressants que tes balados réguliers. Bravo pour ton travail. » Donc là, merci Dave, puis je vous invite tous à venir profiter justement de ces épisodes encore plus intéressants, sans montage, sans publicité, en toute simplicité. Sinon, on est presque rendu à 25 000 écoutes par mois, c'est malade. Merci encore une fois pour tout ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais tenter de couper un peu le montage pour alléger les épisodes et également le travail derrière la publication des épisodes. J'espère que vous allez apprécier le ton un peu plus naturel de tout ça et que vous allez me pardonner quelques respirations à travers mon monologue. Parce qu'autant je peux courir des kilomètres sans problème, autant on dirait que je deviens le souffle-court quand je m'assois devant mon micro. Ça n'a pas de bon sens. Je vais essayer aussi de faire des épisodes plus concis, même si je promets rien, parce que des fois, je me laisse emporter par certains livres. Mais moi, j'aime les épisodes qui dépassent pas, 30-40 minutes. Donc, je vais essayer de revenir à ça. Mais bon, je vois ma fiche de lecture aujourd'hui, justement, pour le livre de Peter Lynch, puis je pense qu'on va déjà buster le 30 minutes aujourd'hui, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux à l'avenir. Donc, on y va pour la synthèse du livre de Peter Lynch, One Up on Wall Street. Ça, c'est vraiment un autre livre marquant. C'est un des livres, en fait, qui m'a marqué beaucoup dans les derniers mois. Donc, Peter Lynch est un investisseur renommé puis un ancien gestionnaire de fonds de placement. Il est surtout connu pour son rôle en tant que gestionnaire du fonds Fidelity Magellan de 1977 à 90. Pendant cette période-là, Lynch a réalisé des rendements exceptionnels, faisant de son fonds l'un des fonds communs de placement les plus performants sur le marché boursier. Il est notamment célèbre aussi pour sa philosophie d'investissement qui est axée sur la croissance à long terme et sur la recherche d'opportunités dans des sociétés dont il comprend bien le modèle commercial. Il a notamment popularisé l'idée d'investir dans ce qu'on connaît en encourageant les investisseurs à choisir des actions en fonction de leur compréhension personnelle du marché plutôt que de suivre aveuglément les conseils d'experts ou de proches. Son livre One Up on Wall Street est devenu un best-seller dans lequel il partage justement ses idées et conseils sur l'investissement en mettant l'accent sur l'importance de la perspicacité individuelle et de la recherche approfondie sur les actions. Je dois avouer d'abord que j'ai hésité à lire ce livre-là et ensuite à vous le partager. En fait, pas à vous le partager, mais surtout à le lire parce que, premièrement, c'est un livre un peu plus vieux.
Et je me disais qu'elle allait sûrement répéter les mêmes trucs que les autres auteurs de cette période-là fondamentale, là, soit Benjamin Graham et Warren Buffett, que j'avais déjà synthétisé sur le podcast. Et je dois avouer cependant que c'est un des livres depuis un bon bout dans lequel j'ai appris le plus de trucs. Donc, je vous le résume aujourd'hui. Premier élément de synthèse, ça s'intitule « Les 6 catégories d'actions ». L'auteur dit qu'il y a 6 catégories d'actions qu'on doit connaître pour savoir laquelle nous convient le mieux. Et il dit qu'on doit connaître ces catégories-là avant de décider où placer notre argent. Donc, dans le point que je vous présente là, je vous montre, en fait, l'auteur nous montre quand acheter et quand vendre. C'est quoi les indicateurs qui vont nous dire quand vendre ou acheter pour chacune de ces catégories-là parce que c'est différent pour chacune de celles-ci. Par contre, avant, il nous donne des indicateurs quand acheter de façon générale, donc peu importe le type de catégorie. D'abord, quand le P/E ratio, donc le ratio cours-bénéfice, est plus petit par rapport à des entreprises similaires du même secteur d'activité, donc c'est un bon indicateur d'acheter une action. Deuxième indicateur général, quand le pourcentage de propriété institutionnelle est bas, donc plus c'est bas, mieux c'est. Donc ça veut dire qu'on veut qu'il y ait le moins possible d'institutions en ce moment qui possèdent le titre pour avoir une possibilité de croissance plus grande dans le futur quand les institutions vont commencer à rentrer dans le titre. Il dit que ce qu'on veut voir aussi, c'est des achats d'initiés puis des rachats d'actions par la société elle-même. Donc, c'est 2 éléments positifs. Donc, que les gens qui possèdent beaucoup d'actions dans la compagnie en achètent et également que la compagnie elle-même rachète des actions aux actionnaires. Quatrième élément d'indicateur d'achat de façon générale, c'est que l'historique de la croissance des bénéfices est positive. Et si les bénéfices sont sporadiques ou réguliers. Donc, ce qu'on veut, c'est une compagnie que les bénéfices sont en croissance et que les bénéfices sont réguliers. Donc, pas une année qui ont des bénéfices puis l'autre année qui ont des pertes. Et enfin, une compagnie qui a un bilan solide, donc avoir un ratio d'endettement et un ratio d'endettement raisonnable et une bonne position de trésorerie, donc avoir quand même du cash en banque. Donc, ces 5 éléments-là, c'est des signes que ça peut être pertinent d'acheter cette entreprise-là. Donc, la première des 6 catégories d'entreprises que Peter Lynch présente, c'est les entreprises à croissance lente. Donc, ces entreprises-là sont généralement de grande taille, appartiennent à un secteur qui est mature et se développe donc un peu plus lentement. On peut penser à des entreprises comme Bell ou Metro, Provigo, des entreprises qui sont bien installées. Donc, quand acheter ces compagnies-là, ce que l'auteur dit, c'est qu'il faut focusser sur le dividende. Donc, on va acheter ces compagnies-là souvent pour le dividende et non pour la croissance. Donc, il faut vérifier les antécédents de cette compagnie-là en matière de dividendes et la manière dont ces dividendes-là sont régulièrement versés et augmentés. Il dit également de vérifier le ratio de distribution des dividendes. Donc, on veut un pourcentage des bénéfices qui est versé sous forme de dividendes, mais on veut que ce ratio-là, le payout ratio, soit faible. Donc, on veut que l'entreprise dispose d'une marge de manœuvre en cas de difficulté. Si le ratio de distribution est trop élevé, bien, le dividende est plus risqué. Donc, c'est sûr que si une compagnie verse 100% de ses profits en dividendes, bien, elle n'a plus de marge de manœuvre pour s'il arrive un imprévu ou pour faire de la croissance au minimum dans la compagnie. Donc, ce que l'auteur dit, c'est qu'on veut un payout ratio en dessous, habituellement, de 40%. Donc, l'auteur nous propose un 2-minute discussion, là, comment il appelle ça? C'est un 2-minute monologue. Donc, un monologue de 2 minutes qui, en fait, c'est notre thèse d'investissement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va acheter cette compagnie-là? Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand on veut vendre, bien, on peut s'appuyer sur cette thèse-là pour voir si elle est toujours vraie ou si la compagnie ne répond plus à notre thèse d'investissement initiale. Donc, la thèse d'investissement pour une entreprise à croissance lente, Peter Lynch donne un exemple que je vous ai traduit de façon libre, là. Ça pourrait être, cette société a augmenté ses bénéfices chaque année au cours des 10 dernières années. Elle offre un dividende intéressant. Elle n'a jamais réduit ou suspendu son dividende. Et elle a augmenté le dividende pendant les périodes même difficiles du marché boursier, y compris les 3 dernières récessions. Il s'agit d'un service public de téléphonie et les nouvelles opérations de téléphonie cellulaire peuvent ajouter un coup de pouce substantiel au taux de croissance de celle-ci. Donc, bien sûr, l'exemple de Peter Lynch date des années 2000 où les cellulaires commençaient à être plus populaires. Donc, vous voyez que là, il est parti de quand acheter, on voulait se concentrer sur le dividende, et il a développé une thèse d'investissement à partir des dividendes principalement pour dire, bon, ben si j'achète cette compagnie-là parce qu'elle répond à cette thèse d'investissement-là et c'est une entreprise à croissance lente, c'est pour ça qu'on se concentre sur le dividende.
Une fois que vous avez fait votre thèse d'investissement pour les entreprises à croissance lente, Peter Lynch donne des indicateurs quand vendre ce type d'entreprise-là sur lequel on focus sur le dividende. Premier indicateur, c'est quand l'entreprise a perdu des parts de marché pendant 2 années consécutives. Deuxième indicateur, il n'y a aucun produit qui est développé, il n'y a aucune dépense. En fait, les dépenses en recherche et développement sont réduites. Troisième indicateur, c'est qu'il y a des acquisitions récentes qui ont été faites qui ne sont pas liées au cœur de l'entreprise, à sa mission première, ou que ces entreprises-là ont été payées tellement cher que le bilan de l'entreprise s'est détérioré et qui est passé d'une absence de dette, par exemple, à des millions de dettes ou à une absence de coussins financiers, de cash, d'argent dans ses coffres. Donc, vraiment que le bilan financier de l'entreprise s'est détérioré à cause de mauvaises acquisitions. Et le quatrième indicateur, c'est même si le prix de l'action est plus bas, le rendement du dividende ne sera jamais assez élevé pour susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs. Donc, même si le prix de l'entreprise baisse, vous n'avez pas l'impression que le dividende va permettre à de nouveaux investisseurs d'être intéressés par l'entreprise pour faire remonter le prix de celle-ci. Donc ça, c'est un premier exemple pour les entreprises à croissance lente. C'est le premier type de catégorie d'action. Le deuxième type, c'est les entreprises sûres. Donc, l'auteur dit que c'est des valeurs sûres. Elles sont un peu plus risquées que les entreprises à croissance lente parce qu'elles vont se développer quand même à un rythme de 10 à 15 % par année. Et l'auteur dit de les vendre si vous réalisez un gain de 30 à 50 % avec ce type d'entreprise sûre-là. Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ollie is here to help. Ollie invites you to sink into sweet, sweet slumber to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's OLLY.com. Donc, quand acheter une entreprise sûre, il faut se concentrer sur le ratio cours-bénéfice et sur la question de savoir si l'action a connu une hausse spectaculaire au cours des derniers mois et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe pour accélérer son taux de croissance dans le futur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rechercher de grandes entreprises qui ne risquent pas de faire faillite. La question clé, c'est celle du prix. Il faut vérifier le rapport cours-bénéfice, donc le P/E ratio. Il faut vérifier également s'il y a des acquisitions non liées qui pourraient faire réduire les bénéfices à l'avenir. Vérifier le taux de croissance à long terme aussi et si l'entreprise continue sur sa lancée de croissance ou si ça a déjà commencé à ralentir. Et on va acheter également si on a l'intention de conserver l'action pour toujours. Faut voir vraiment comment l'action s'est comportée lors de récessions précédentes pour s'assurer qu'on s'engage à long terme avec celle-ci. Donc, dans le livre, l'auteur fait un exemple avec Coca-Cola qui considère comme une entreprise sûre. Je vous invite à lire le livre pour voir sa thèse d'investissement. Quand vendre ce type d'entreprise-là sûre? Donc, l'auteur dit que si le price-earning ratio s'écarte trop de sa fourchette normale, donc que l'entreprise devient surévaluée, vous pouvez envisager de vendre et de racheter un peu plus tard à un prix inférieur ou si l'entreprise a tout simplement fait 30 à 50 % de profit depuis que vous l'avez acheté. Vous devez vendre aussi si les nouveaux produits lancés au cours des 2 dernières années ont eu des résultats mitigés ou d'autres en phase d'essai ne sont pas encore commercialisés avant 1 an. Vous devez vendre aussi si le ratio cours-bénéfice de l'action est de 15, alors que celui d'entreprise de qualité similaire est inférieur de 2 à 3 points. Donc, si c'est à 11-12 dans le secteur et vous êtes à 15. Donc, bref, vous vendez si le ratio cours-bénéfice est plus élevé que les autres entreprises du secteur d'au moins à peu près 20-25 %. Si le taux de croissance de l'entreprise ralentit, bien qu'elle ait maintenu ses bénéfices en réduisant les dépenses autour. Donc, elle n'a pas de croissance en termes de bénéfices parce qu'elle fait plus de ventes. Elle a une croissance qui se maintient parce qu'elle diminue tout simplement les dépenses. Ça, c'est un signe pour vendre ce type d'entreprise sur là aussi. Troisième type d'entreprise, c'est les entreprises à croissance rapide. Donc, celles-là vont rompre avec les modèles qu'on connaît parce qu'ils ont une croissance super importante, ce qui en fait des investissements plus risqués parce qu'elles peuvent aussi perdre leur prix actuel très rapidement. Ces entreprises-là peuvent s'avérer avoir un retour élevé sur l'investissement parce qu'il s'agit justement d'entreprises à croissance rapide, mais il faut toujours se poser la question, est-ce qu'elles peuvent maintenir ce rythme de croissance-là
croissance-là, est-ce que cette croissance-là est durable? Si vous estimez qu'il y a trop de risques par rapport à l'évaluation que vous faites de l'entreprise et que vous trouvez que la croissance, en fait, le prix s'emballe pour aucune raison nécessairement valable, l'auteur dit de ne pas se lancer dans l'investissement de ce type d'entreprise-là, c'est beaucoup plus risqué. Donc, pour acheter ces entreprises-là, l'auteur dit qu'il faut se concentrer sur la manière dont elle prévoit de continuer sa croissance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est chercher à savoir si le produit censé favoriser cette croissance-là demeure un élément important de l'activité de l'entreprise. Quel a été le taux de croissance des bénéfices au cours des dernières années? Donc, il dit que pour entrer dans des entreprises à croissance rapide, on vise au moins une fourchette de 20 à 25 % à peu près de croissance des bénéfices. Et il dit de se méfier des entreprises dont le taux de croissance des bénéfices est supérieur à 25 %. Parfois, il y a anguille sous roche. Si l'entreprise a été en mesure de reproduire ses succès dans plus d'une ville ou d'un pays afin de prouver que l'expansion de la compagnie va pouvoir fonctionner, et s'il y a peu d'institutions qui détiennent le titre et qu'il y a peu d'analystes qui en parlent encore, ça peut être intéressant d'entrer dans ce type d'entreprise-là à croissance rapide. C'est un atout majeur, mais depuis les années 2000, je vous dirais que c'est plutôt rare que ce type d'entreprise-là à croissance rapide demeure avec peu d'attention. L'auteur propose également, encore une fois, un exemple de thèse d'investissement dans son livre avec la compagnie Quinta, qui est une chaîne d'hôtels. On va vendre les entreprises à croissance rapide lorsqu'on va voir bien sûr que les analystes de Wall Street recommandent fortement l'action et que les institutions ont commencé à rentrer, en fait que 60% des actions sont détenues par des institutions. Ça va vouloir dire que la croissance, en fait, l'augmentation du prix a probablement atteint un certain plateau parce que là, les institutions sont déjà investies dans le titre. Si les ventes ont commencé à diminuer d'au moins 3% dans un trimestre, c'est un indicateur de vente potentielle. Si les résultats de nouveaux magasins ou nouveaux produits sont décevants, si l'action se vend également à un ratio court-bénéfice de 30 ou au-dessus de 30, alors que les projections les plus optimistes de croissance des bénéfices sont de 15 à 20% pour les prochaines années, ça peut être un indicateur de vente. Et bien sûr, quand l'entreprise ne répond plus à la thèse d'investissement que vous aurez fait. Quatrième type d'entreprise, c'est les entreprises cycliques. Donc, c'est les entreprises que les bénéfices ou les pertes vont évoluer en fonction du cycle économique plus macro. L'inconvénient de ce type d'action-là, c'est qu'elles vont produire des biens que les consommateurs vont reporter en période notamment de récession. Donc, c'est des produits qui vont être vendus de façon... En fait, les bénéfices vont être élevés dans des périodes économiques favorables et ces compagnies-là vont plus de difficultés dans des périodes économiques défavorables. Quand acheter ce type d'entreprise cyclique-là, il faut se concentrer davantage sur la conjoncture économique et le prix de l'action. Donc, l'auteur dit de surveiller également l'inventaire de ces entreprises-là pour s'assurer qu'il n'est pas trop surchargé par rapport à l'offre et la demande. Donc, en gros, je vous le résume, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est un peu du market timing, là, c'est pas ça qu'il doit dire, là, mais c'est ce que je comprends, c'est qu'il dit qu'il faut connaître le secteur cyclique puis essayer d'avoir un avantage en comprenant, en prévoyant, en fait, il l'écrit là, en prévoyant une reprise d'un secteur cyclique qui était en baisse depuis un certain temps. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que j'apprécie, là. Donc, lorsque le titre est super bas puis que le marché économique, vous pensez qu'il va y avoir une relance, c'est un bon moment pour rentrer. C'est ce que je vous dis de jamais faire. Donc, il donne un exemple notamment de thèse là, avec l'industrie automobile dans le livre si ça vous intéresse. Donc, pour moi, c'est un petit peu plus risqué d'essayer de timer là, justement la reprise économique de ce type d'entreprise-là. Quand vendre ce type d'entreprise-là, il est un petit peu plus précis. Encore une fois, il dit d'essayer de vendre vers la fin du cycle, là, mais ça, c'est du market timing. Il dit que quand les coûts de la compagnie ont commencé à augmenter, que les installations existantes fonctionnent déjà à pleine capacité et que l'entreprise commence à dépenser de l'argent pour augmenter ses ventes, c'est un bon signe qu'il faut peut-être vendre le titre. Il dit de faire attention si l'inventaire augmente. C'est mauvais signe également pour ce type d'entreprise-là, bien sûr, pas pour tous les types d'entreprises. Si le nombre de ventes ralentit, c'est un indicateur important aussi. Et si l'entreprise a doublé son budget de dépenses pour construire de nouvelles usines ou quoi que ce soit, c'est dans le fond, si les dépenses commencent à augmenter, comme j'ai dit tantôt, c'est mauvais signe pour ce type d'entreprise-là. Cinquième type de compagnie, c'est les retournements de situation potentielle, donc ce qu'on appelle les turnarounds en anglais.
c'est des entreprises dont le bilan financier est problématique. Donc, leurs actions peuvent s'avérer un investissement très rentable si l'entreprise parvient à rebondir et à améliorer sa situation financière. En revanche, si c'est le contraire, il y a un risque de perdre la valeur de votre investissement au complet parce que l'entreprise peut faire faillite. Donc, quand acheter ce type d'entreprise-là, qu'on espère qu'ils vont avoir un retournement de situation, il faut se concentrer sur la manière dont l'entreprise s'y prend en fait pour améliorer sa situation et est-ce que son plan fonctionne jusqu'à présent. L'auteur donne un exemple avec General Mills et il propose également des indicateurs quand vendre ce type d'entreprise. Donc, il dit que le meilleur moment pour vendre une entreprise en redressement, c'est après qu'elle se soit redressée, bien sûr. Donc, lorsque tous les problèmes vont être derrière elle et que tout le monde le sait. Si la dette qui avait diminué pendant 5 trimestres vient de grimper, c'est un bon signe de vendre ce type d'entreprise-là. Ça veut dire que ça va être très difficile finalement de se redresser, mais vous aurez sûrement déjà perdu un peu d'argent. Si les inventaires augmentent à un rythme 2 fois plus rapide que les ventes, c'est un signe de vente important. Si le ratio cours-bénéfice est surestimé par rapport aux perspectives aux bénéfices de l'entreprise, et si la division la plus forte ou le produit fort de l'entreprise voit sa production ou ses ventes diminuer d'au moins 50%, c'est un signe inévitable de vente. Enfin, le 6e type d'action, c'est le jeu des actifs. Donc, bref, ce qu'on va rechercher dans ce type d'entreprise-là, c'est des entreprises qui ont plus de liquidité que le prix qu'on va payer. Donc, même si l'entreprise fait faillite, il y a tellement d'argent dans les coffres ou d'actifs qui ont de la valeur que vous allez récupérer encore plus d'argent que ce que vous avez investi. L'auteur présente une thèse d'investissement dans ce type d'entreprise-là et propose également des indicateurs quand vendre celle-ci. Si la compagnie, même si elle se vend à une valeur réelle plus élevée que le prix des actions, si elle annonce qu'elle émet de nouvelles actions dans un programme de diversification, par exemple, donc si elle émet des actions, vous devez vendre cette compagnie-là. J'ai pas trop parlé de ce type d'action-là parce que selon moi, ça existe de moins en moins. Donc, c'est rare de trouver une entreprise que la valeur des actifs et du cash qu'elle détient vaut plus que le prix de l'action. C'était le cas dans les années 2000 et avant, mais c'est de moins en moins le cas, là. Donc, vous n'allez pas trouver beaucoup de compagnies de ce type-là. L'auteur termine ce premier point-là en disant que les entreprises ne vont pas rester éternellement dans la même catégorie. Donc, les entreprises à forte croissance ne peuvent pas maintenir indéfiniment une croissance à 2 chiffres. Les entreprises à croissance rapide vont devenir un jour des valeurs sûres, alors que les entreprises à croissance lente risquent peut-être un jour de devenir des candidates pour des redressements potentiels ou des jeux des actifs, là. Donc, ce n'est pas toutes les compagnies qui vont se maintenir pour toujours au sommet. Deuxième point de la synthèse, c'est 13 caractéristiques à rechercher. Donc, l'auteur présente une action 10-bagger, là, les actions qui vont vous donner 10 fois votre investissement, et il présente les 13 caractéristiques de ces entreprises-là qui vont vous offrir un rendement exceptionnel. La première, c'est le nom. Donc, il dit qu'on a bien entendu, il dit qu'un nom ennuyeux ou un nom drôle, c'est peut-être le signe d'un bon investissement, parce que si l'entreprise a un nom bizarre, il dit que les courtiers de Wall Street vont peut-être être moins enclins à se vanter de l'avoir acheté. Donc, c'est le premier point qu'il propose. Les deuxième et troisième caractéristiques sont liées aux activités de l'entreprise. Donc, la deuxième, c'est est-ce qu'elle fait quelque chose d'ennuyeux? Et la troisième, c'est est-ce qu'elle fait quelque chose que les actionnaires n'approuveraient pas? Donc, ça indique qu'il y a certains investisseurs qui sont peut-être pas prêts à acheter l'entreprise. Par exemple, une compagnie de cigarettes ou une compagnie je sais qu'il y a une compagnie américaine là, qui possède des bars de danseuses, par exemple. Quatrième caractéristique, il dit que c'est un spin-off, donc une division, une partie d'entreprise d'une plus grosse compagnie. Donc, comme Toys R Us, qui a été faite à partir d'Interstate Department Stores, ça va se traduire souvent par des investissements lucratifs parce qu'une grande société mère ne va pas vouloir que sa filiale ait des problèmes, ça pourrait donner une mauvaise image justement à sa société. C'est pourquoi l'indépendance, donc ces types spin-off-là qu'ils appellent, vont se faire généralement avec des bilans financiers qui sont solides. Donc, ça devient de bonnes compagnies. La cinquième caractéristique, c'est que les institutions ne la possèdent pas encore et que les analystes ne la suivent pas, ce qui signifie qu'elle reste encore avec un bon potentiel de croissance. Sixième caractéristique, c'est qu'elle fait quelque chose de déprimant comme une entreprise de services funéraires. Donc, les gens ne vont pas se bousculer habituellement pour investir dans ce type d'entreprise-là, à moins que les chiffres soient vraiment exceptionnels. 7. S'il y a des rumeurs négatives comme des rejets toxiques dans la nature, par exemple, le prix va baisser.
8, vérifier si le secteur d'activité de l'entreprise n'est pas en croissance. C'est peut-être le bon moment pour entrer dans l'entreprise avant que ce secteur-là soit en croissance. 9, rechercher des entreprises qui ont une niche, donc un avantage compétitif comme Warren Buffett fait avec ce qu'il appelle le moat. 10, si l'entreprise a des revenus récurrents, c'est le signe d'un investissement intéressant. 11, investir dans des compagnies qui utilisent une technologie mais qui ne la produisent pas. Par exemple, on ne va pas investir dans des compagnies qui développent l'intelligence artificielle, mais on va investir dans celles qui vont croître grâce à l'intelligence artificielle. Ils disent qu'il va y avoir moins de compétition dans ce temps-là. 12e caractéristique, il dit que c'est de savoir si les initiés, donc les personnes qui ont des actions dans l'entreprise, en achètent. Et 13e caractéristique, c'est de savoir si l'entreprise rachète ses actions, comme on a dit tout à l'heure, parce que ceux qui sont initiés, qui ont des parts de l'entreprise, ou si l'entreprise rachète ses actions elle-même, bien, l'auteur dit qu'ils vont savoir mieux que quiconque si c'est un bon investissement ou non. Troisième élément de synthèse plutôt d'aujourd'hui, c'est les 6 indicateurs clés à éviter. L'auteur dit qu'il faut apprendre à repérer les investissements qui sont non rentables en regardant 6 indicateurs clés. Et il dit que comme on est capable de repérer de bonnes opportunités d'investissement, on peut aussi repérer celles qui sont à éviter. La première chose à observer, c'est le secteur d'activité. Donc, il dit que s'il s'agit d'un secteur en plein essor, il faut l'éviter parce que l'action va probablement être surévaluée, comme c'est le cas, par exemple, avec tout ce qui touche l'intelligence artificielle en ce moment. Deuxième indicateur clé à éviter, c'est s'il y a trop de publicité et que l'action fait l'objet de titres tels que c'est le prochain Google, le prochain Facebook, ben c'est probablement aussi préférable d'éviter cette action-là. Troisième indicateur à éviter, c'est d'examiner ensuite si les méthodes de diversification de l'entreprise sont pertinentes. Donc, est-ce qu'elle achète des actions d'entreprise qui n'ont aucun rapport avec son activité à elle et qui appartient totalement à des secteurs différents? Donc, ça peut être le signe que l'entreprise fait de mauvais investissements. Quatrième indicateur, c'est d'être attentif à la clientèle de l'entreprise. Donc, si l'entreprise dépend d'un petit nombre de clients ou d'un seul type de clients, bien, les choses peuvent mal tourner si ces clients-là quittent l'entreprise. Cinquième indicateur, l'auteur dit qu'il faut se méfier des whisper stocks. Donc, c'est des sociétés qui vont dire qu'ils sont sur le point de découvrir quelque chose d'exceptionnel pour faire monter le prix de leur action, mais que ce n'est pas vraiment le cas. Et sixième indicateur, bien, les entreprises qui ont des noms excitants, comme c'était le cas lors des années 2000 avec le .com, le .com, ou en ce moment avec l'intelligence artificielle. Quatrième élément de synthèse, c'est les 7 conseils en rafale. Donc, il y en a certains qui vont répéter ce que j'ai déjà dit, mais pour moi, ces 7 conseils-là, c'est vraiment le cœur du livre. Donc, je vous l'ai dit vraiment condensé dans ce point-là. Premier conseil, investir dans ce qu'on connaît. Donc, Lynch encourage les investisseurs à choisir des actions dans des entreprises dont ils comprennent le modèle d'affaires. Il suggère que les investisseurs ont un avantage lorsqu'ils vont investir dans des domaines qu'ils connaissent. Et comme je vous l'ai déjà dit, je trouve ce point-là intéressant, mais pour des gens comme moi qui ne connaissent pas grand-chose dans les entreprises, sur le marché boursier, dans les modèles d'affaires, bien, c'est un peu difficile à faire. Deuxième conseil, la patience est une vertu. Donc, l'auteur soutient que les meilleurs investissements sont souvent ceux qui prennent du temps à se développer. Il encourage les investisseurs à adopter une perspective à long terme et à éviter de succomber aux fluctuations à court terme du marché. Et c'est un peu pour ça que j'hésitais à présenter mes rendements parce que je pense pas que 2-3 ans, c'est un bon horizon de temps pour juger que si un investissement est bon ou mauvais. Troisième conseil, ne pas suivre aveuglément les experts. Donc, Lynch remet en question l'idée que les experts financiers ont toujours raison. En fait, il suggère que les investisseurs peuvent souvent avoir une meilleure compréhension même des opportunités d'investissement en observant le monde qui les entoure et en faisant confiance à leur propre jugement plutôt que de se fier sur les experts ou, moi j'ajoute, qu'on peut tout simplement aller dans des FNB indiciels également et se simplifier la vie. Quatrième conseil, rechercher des entreprises avec un potentiel de croissance. Donc, Lynch privilégie les entreprises qui présentent un potentiel de croissance à long terme. Donc, il encourage les investisseurs à rechercher des actions, des entreprises dont les perspectives de croissance sont sous-estimées par le marché. Donc, ça revient au type d'action tantôt et aux caractéristiques de se concentrer peut-être sur les entreprises qui ont des potentiels de croissance. Mais je pense que maintenant, en 2024, c'est difficile de trouver ces compagnies-là et qu'elles soient ignorées par le marché.
donc que leur prix soit sous-évalué, c'est plutôt rare. 5e conseil, évitez de suivre la foule. Donc Lynch met en garde contre le suivi aveugle des tendances populaires. Il soutient que les meilleures opportunités peuvent parfois être trouvées en dehors du consensus général et qu'il faut éviter les actions surévaluées ou trop médiatisées. Il faut ignorer tout le bruit et ce que disent les gens sur le marché boursier, votre beau-frère, vos amis, votre père, votre frère, peu importe. Concentrez-vous sur votre propre jugement ou sur votre FNB indiciel. 6e conseil, investir dans des compagnies, pas dans le marché, donc de ne pas essayer de timer le marché, ce qui vient un petit peu en contradiction avec ce qu'il disait sur les entreprises cycliques, mais c'est quand même son conseil plus général, ne pas timer le marché. Enfin, le dernier et 7e conseil, c'est que les profits sont fondamentaux. En fait, c'est l'un des indicateurs les plus importants, regarder les bénéfices de la compagnie. C'est ce qui fait vraiment la valeur d'une entreprise. Il faut parfois des années pour que le cours de l'action rattrape la valeur d'une entreprise, mais tôt ou tard, c'est toujours les bénéfices de l'entreprise qui vont l'emporter, qui vont ramener l'évaluation adéquate de l'entreprise. Donc, si une entreprise n'a aucun bénéfice depuis 10 ans et qu'elle se vend à un ratio de 50, bien, vous pouvez espérer que les bénéfices soient là un jour, mais s'il n'y en a pas, c'est clair que le prix va dropper de façon assez brutale. Alors que si vous investissez dans une entreprise, ça fait 10 ans qu'il y a une croissance des profits et vous voyez qu'elle se vend à un prix qui semble être sous-évalué, bien, les profits sont toujours un bon indicateur pour savoir si une compagnie a du bon sens et est solide. Dernier élément de synthèse aujourd'hui, des chiffres importants. Donc, c'est des éléments que je n'ai pas partagés dans les autres éléments de synthèse et que l'auteur disait que c'était des éléments, des chiffres importants à regarder quand on analyse une compagnie en bourse. Le premier, c'est le pourcentage des ventes. Donc, il dit que si on s'intéresse à une entreprise en raison d'un produit en particulier, la première chose qu'on veut faire, c'est d'aller voir qu'est-ce que représente ce produit-là pour l'entreprise. En d'autres termes, c'est quoi le pourcentage des ventes de ce produit-là dans l'entreprise. Donc, si tu veux investir dans Nike, par exemple, parce que tu tripes sur leurs souliers et tu trouves qu'ils sont vraiment les meilleurs sur le marché en termes de souliers, bien, tu peux aller voir c'est quoi ça représente les souliers dans le nombre de ventes totales de Nike. Est-ce que c'est juste ça qui m'amène à investir dans l'entreprise ou le reste des produits fonctionne bien aussi? Deuxième chiffre, c'est le ratio court-bénéfice. On a quand même parlé beaucoup, là, mais si le ratio court-bénéfice permet de voir si par rapport aux autres compagnies du même secteur, le prix semble surévalué ou sous-évalué. Il dit que si le ratio court-bénéfice est inférieur au taux de croissance des bénéfices, vous allez peut-être trouvé une bonne affaire. Un ratio court-bénéfice égal à la moitié du taux de croissance des bénéfices, c'est positif. Et un ratio qui est égal au double du taux de croissance est très négatif. Par exemple, si on prend une entreprise qui a un ratio, qui a un taux de croissance de 20% de ses bénéfices et que son ratio est à 15, bien, vous allez peut-être trouver une bonne affaire. Si le ratio court-bénéfice est à 20 et que la croissance des bénéfices est à 20 aussi, bien, c'est quand même positif. Si vous avez un ratio qui est le double, donc vous avez un PE ratio de 40 et que la croissance des bénéfices est de 20, bien ça peut être très négatif selon l'auteur. Troisième chiffre important selon l'auteur, c'est le facteur de l'endettement. Donc, il dit qu'un moyen rapide de déterminer la solidité financière d'une entreprise, ça consiste à comparer son endettement à ses fonds propres. L'auteur dit que c'est la même chose d'un point de vue individuel. En fait, il donne l'exemple de vous, si vous êtes propriétaire d'une maison à 400 000 puis vous avez une hypothèque de 100 000, bien, vous avez un ratio d'endettement, dette, capitaux propres de 33 %. Donc, vous avez une dette de 100 000 divisée par le capital de votre maison de 300 000, ce qui vous appartient. Ça vous donne un ratio d'environ 33 % d'endettement. Ensuite, il parle du dividende qui est important à regarder. Il dit qu'il y a 2 arguments de poids qui plaident en faveur des entreprises qui versent des dividendes. Les entreprises qui n'en versent pas ont la triste habitude, il dit, de gaspiller l'argent dans des acquisitions stupides. Et il dit que les actions qui versent des dividendes peuvent empêcher le cours de l'action de chuter autant qu'il ferait s'il n'y avait pas de dividendes dans des périodes plus difficiles. Je nuancerai un petit peu ici. Là, historiquement, les rendements des actions à dividendes ne sont pas nécessairement supérieurs des titres à croissance. Bon, ensuite, je vous les nomme un petit peu en rafale. Il parle de la valeur comptable, de d'autres actifs cachés, du cash flow également, qui est super important. Donc, le cash flow, c'est le flux de trésorerie. Là, c'est la somme d'argent qu'une entreprise va percevoir dans le cadre de ses activités. Donc, une entreprise qui encaisse plus d'argent qu'elle en dépense, c'est clairement un meilleur investissement. Il parle de l'inventaire aussi. Regardez l'inventaire d'une entreprise.
Il dit tout simplement en fait qu'il faut éviter les entreprises dont l'inventaire s'accumule par rapport aux ventes qui sont effectuées. Et enfin, il termine avec la bottom line qu'il appelle donc les bénéfices après impôt. Il dit que pour lui, c'est le chiffre le plus important à regarder parce que ça montre notamment la marge bénéficiaire de l'entreprise. Une marge bénéficiaire plus élevée, bien sûr, va être plus intéressante à long terme. Donc, une marge bénéficiaire élevée, ça veut dire qu'il y a plus de profit à la fin par rapport aux revenus totaux de l'entreprise avant les dépenses. En conclusion, OneUp on Wall Street aborde les défis qui sont liés au fait d'être un investisseur en bourse, mais ça explore également comment n'importe qui peut choisir des actions performantes sans avoir beaucoup de connaissances dans le domaine, juste en suivant quelques indicateurs clés. J'ai apprécié le caractère concret et direct du livre. Il n'y a pas de niaisage, on va droit au but, notamment sur quand et vendre des actions selon leur catégorie. Par contre, il y a encore beaucoup de critères que je juge subjectifs qui sont accessibles, bien sûr, pour Peter Lynch, mais pas pour la plèbe comme vous et moi. Donc, exemple, rencontrer le CEO d'une compagnie. Donc, je réitère que pour moi, les FNB demeurent la voie la plus simple et la plus efficace pour investir. Cependant, c'est un livre que je recommande fortement pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin l'analyse fondamentale. Je n'ai pas abordé du tout la partie 1 du livre qui parlait de se préparer avant d'investir pour ne pas être stressé pour rien et pour contrôler les émotions, mais surtout, c'est un des seuls livres qui parle de quand acheter et vendre des actions selon leur type. Il y a une petite citation du livre que je vous ai traduite librement pour terminer la conclusion. Donc, le truc, c'est pas d'apprendre à faire confiance à ton instinct, mais plutôt à apprendre à l'ignorer. Reste investi dans tes actions tant et aussi longtemps que ta thèse d'investissement au regard des fondamentaux de l'entreprise n'a pas changé. Donc, en gros, qu'est-ce que je retiens du livre? C'est vraiment la clarté plus explicite sur la partie qualitative de l'analyse fondamentale. Comment moi, je vais utiliser ça? Dans mon outil, quand un titre était dans ma liste de surveillance et était en jaune ou en vert, je creusais un peu plus sur la compagnie. Donc, quand je dis jaune ou vert, c'est pour le prix de l'action. Mais un coup que je creusais dans la compagnie, je n'avais pas nécessairement de guide en particulier. Là, maintenant, avant de sélectionner entre 5-6 titres qui sont jaunes ou verts dans mon outil d'analyse que je veux acheter, je vais appliquer son petit monologue de 2 minutes pour créer ma thèse d'investissement selon chaque type d'action qu'on a vu au premier point aujourd'hui. Même chose quand je vais vendre un titre, quand j'hésite à vendre un titre ou quand je me demande si je devrais le vendre, je vais appliquer le même principe. Je vais revenir à ma thèse d'investissement et je vais regarder les indicateurs clés qu'il a proposés pour la vente d'une action selon son type. Je vais tenter d'être régulier une fois par earning calls, donc ça c'est à peu près aux 3 mois pour les titres que j'ai dans mon portefeuille, notamment que je possède actuellement, donc j'ai 4 ou 5 titres dans lesquels je suis investi. À chaque 3 mois, je vais essayer de faire ce petit monologue-là de 2 minutes pour chacun de ces titres-là pour voir si je devrais les vendre. Et je vais regarder à chaque trimestre également sur les 5-6 titres qui sont jaunes ou verts dans ma liste de surveillance, est-ce qu'il y en a qui sont intéressants selon la thèse d'investissement et les indicateurs clés proposés par Peter Lynch. Donc, en gros, je vais me poser les questions qui sont suggérées par Lynch pour savoir quand vendre ou acheter les différentes actions. Ce que je ne faisais pas en ce moment, je regardais les chiffres, je regardais l'évaluation de l'action, mais je n'avais pas nécessairement un scénario pour backer mes décisions d'achat ou de vente. J'y allais un petit peu plus d'instinct qui était fondé sur mes chiffres et ce que je pensais de l'entreprise. Donc, je n'ai pas respecté le 30 minutes aujourd'hui, clairement, mais je vais essayer de le faire la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je fais le premier bilan trimestriel de 2024. Je n'ai pas beaucoup réussi à investir en ce début d'année. Vous allez voir pourquoi. En fait, j'ai investi 0$ dans les 3 premiers mois de l'année 2024. Vous allez voir pourquoi ça a été un peu moins facile pour moi ce début d'année. Et ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Ce jeudi, il n'y a pas d'analyse d'action parce que c'est le 11e épisode des abonnés. Je réponds à 5 questions. La première, comment gérer ses émotions? Ensuite, c'est quoi les dépenses qui sont possibles avec le régime épargne-études enregistré de nos enfants? Troisième, dans quoi investir son CELIAP? Quatrième question, est-ce que je devrais utiliser des FNB qui sont hedgés en canadien ou non? Et cinquième question, c'est quoi les impôts sur le dividende américain? L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2.
t'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3, me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.